Ce soir, c'est un honneur et un réel plaisir de vous accueillir ici dans les salons de l'Hôtel de Ville pour le lancement de ce 4e festival. Je tiens en premier lieu à vous demander de bien vouloir excuser Monsieur le maire pour son absence ce soir, Monsieur Doucet étant retenu par d'autres engagements. Je vous demande également d'excuser ma collègue Stéphanie Léger, adjointe à l'éducation, qui nous rejoindra peut-être en cours de manifestation si ses obligations le lui permettent. Alors pourquoi est-ce que je suis si heureux de vous accueillir ici ce soir ? Tout simplement parce que je suis convaincu, en tant qu'élu en charge de la ville des enfants, en tant qu'homme et aussi en tant qu'ancien enfant, ne l'oublions jamais, que nous avons tous la capacité d'apprendre tout au long de notre vie, ainsi que le rôle ou le devoir de transmettre aux plus jeunes. De leur transmettre des savoirs, bien sûr, mais aussi d'instaurer et d'entretenir une relation de confiance entre eux et nous, les adultes. Une confiance qui passe par l'écoute, par le respect et par la prise en compte réelle de leurs paroles et de leurs idées. Une confiance dans un monde d'adultes qui peut sembler, lorsqu'on le regarde en se mettant à hauteur d'enfant, comme parfois beaucoup trop sérieux. C'est à nous de favoriser cette confiance, confiance en l'avenir et confiance en eux-mêmes, afin qu'ils soient les acteurs principaux de leur histoire individuelle comme collective. Car, comme l'écrivait si bien Khalil Gibran, nous sommes les arcs par qui nos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. En ce sens, nos vues sont initialement convergentes avec la Maison de l'Apprendre, dont je salue l'initiative de fédérer autant de forces vives qui permettent aux plus jeunes de développer leur potentiel. La direction choisie par la ville de Lyon est quant à elle assez simple. Tenir la promesse d'une double ambition démocratique. Construire une ville des enfants avec les enfants. Inspiré de la conception originelle exposée par Francesco Tonucci, dans son ouvrage que vous avez certainement tous lu, La ville des enfants pour une révolution urbaine, il s'agit ni plus ni moins que d'œuvrer à une prise en compte accrue des besoins des enfants et de leur rythme. J'y reviendrai tout à l'heure de façon plus détaillée lors de la table ronde. Notre objectif est bien de faire de l'intérêt de l'enfant une priorité. À travers des projets d'aménagement urbain, tels que nos rues des enfants, par exemple, à travers leur émancipation citoyenne, grâce au conseil d'arrondissement des enfants, grâce au projet éducatif de Lyon, et plus globalement, grâce à la participation grandissante des enfants dans les projets qui les concernent. Enfin, par le biais de l'adaptation ou la création d'offres de services publics culturels ou récréatifs, tels que les rénovations d'aires de jeu, ou encore une vie événementielle qu'on met elle aussi à hauteur d'enfant. Dans notre conception de la ville des enfants, telle que nous l'entendons ici, à Lyon, nous œuvrons pour optimiser l'accès des enfants au savoir, aux apprentissages, à la santé, à la citoyenneté, au sport, aux loisirs, à la culture, au droit, à la nature. Cet objectif implique l'engagement de tous les acteurs démocratiques investis sur le terrain de l'expression citoyenne, dans une démarche de co-construction globale, limpide et accessible. C'est la raison pour laquelle il était comme une évidence pour nous de vous accueillir ce soir afin de marquer l'ouverture du festival. Vous l'aurez compris, la ville des enfants va bien au-delà d'une délégation. C'est bien plus qu'un ensemble de projets, aussi beaux et enthousiasmants soient-ils. La ville des enfants, c'est un projet politique majeur et transversal auquel tous les enfants doivent être associés. C'est la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes nos politiques publiques. Je profite de ce petit clin d'œil à la Convention internationale des droits de l'enfant pour saluer la présidente de l'UNICEF, Rhône, Claude Ducomiral, car dans cette ambition qui est la nôtre, l'UNICEF est un allié de poids. Voilà pourquoi Lyon, à nouveau, a obtenu le titre de Ville amie des enfants en novembre 2021. Je tiens également à remercier les Orageuses, les Francas, la Folle 69 pour leur implication dans les conseils d'arrondissement des enfants, ainsi que les nouveaux acteurs qui viennent de rejoindre l'aventure ces dernières semaines et qui vont accompagner les enfants élus dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Merci également au service du protocole pour l'organisation de cet événement qui nous rassemble ce soir.
J'en profite aussi pour vous remercier d'offrir régulièrement à des groupes d'enfants des visites commentées de ce patrimoine immensément riche qu'est l'Hôtel de Ville. Enfin, je tiens plus largement à remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre présence ainsi que votre engagement, puisque la Maison de l'Apprendre nous permet ce soir, et j'en remercie Angélique et Tiffaine en particulier, ainsi qu'Aurore, de créer les synergies qui nous accompagneront dans la réalisation de nos ambitions communes au service des plus jeunes. La programmation de votre festival est presque aussi riche que les thématiques liées à l'enfance sont nombreuses. Un grand bravo pour avoir réussi à fédérer autant d'acteurs autour de cette grande cause qu'est l'enfance. André Gide écrivait qu'un bon maître a ce souci constant, enseigner à se passer de lui. C'est exactement cela. Apprendre aux enfants à développer leur propre potentiel, favoriser leur autonomie, s'émanciper grâce au savoir, à l'art, à la culture ou à la citoyenneté, avoir un attachement sécure envers le monde en général. Voici quelques enjeux de ce qui est encore mieux qu'une ville des enfants. Une humanité tout entière tournée vers l'enfance. À Lyon, c'est grâce à eux qu'on construit depuis 2 ans et demi une ville inclusive. Car en adaptant la ville aux besoins de l'enfant, c'est ainsi que l'on construit un espace heureux pour toutes et tous. Alors je dois reconnaître que parfois les élus, on parle beaucoup, mais à Lyon, on travaille aussi. J'imagine que tous les élus partout en France travaillent beaucoup, mais à Lyon, on travaille. Et tout à l'heure, je vous parlerai lors de la table ronde un peu moins de poésie ou de littérature, mais plutôt de projets concrets que l'on mène ici à Lyon avec les enfants. Merci à vous, excellente soirée et surtout très bon festival. Merci pour cette ouverture, Tristan. Merci pour votre soutien. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de la Maison de l'Apprendre, je vous souhaite la bienvenue ce soir à l'inauguration de la 4e édition du Festival de l'Apprendre. Je vous souhaite également, parce que c'est de circonstance, mais l'intention est là, une excellente année 2023 sous le signe de la joie, de l'audace et de la solidarité. Ça fait maintenant 4 ans que je peux joindre à ces vœux traditionnels une invitation à débuter l'année en s'accordant le temps de célébrer les apprentissages, célébrer celles et ceux qui nous les ont offerts et de transmettre à notre tour. Prendre le temps d'aller à la rencontre d'acteurs inspirants qui, sur notre territoire, relèvent les défis d'une éducation inclusive, de formation émancipatrice et d'accompagnement pour que chacun puisse prendre sa place et mobiliser ses talents pour une société plus responsable et durable. Prendre le temps d'offrir une expérience apprenante, un éclairage, des outils pour permettre à chacun de mieux comprendre les enjeux de notre société et renforcer sa capacité à agir pour prendre soin de soi, des autres et de la planète, comme nous y invite l'UNESCO et le Learning Planet Institute. Je remercie évidemment chaleureusement la ville de Lyon, le maire et l'ensemble de son équipe, tout particulièrement Tristan Debray, de nous accueillir pour l'ouverture de la 4e édition du Festival de l'Apprendre à Lyon. Tristan, vous êtes un fidèle, vous nous avez parlé de tradition, et nous sommes absolument honorés pour cette 3e participation de vous compter parmi nous et de mesurer votre confiance et votre engagement constant. Merci évidemment à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence ce soir, et bien au-delà de ça, pour votre engagement si précieux sur le territoire. Nous sommes très fiers de pouvoir apprendre avec vous et de grandir ensemble. Bonsoir. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet de notre conférence de ce soir, je voulais vous glisser quelques mots à propos de la Maison de l'Apprendre, vous en dire du coup quelques petits points. La Maison de l'Apprendre, c'est une association qui est à la fois toute petite et très grande. Elle est toute petite parce que l'équipe compte seulement 5 personnes. C'est quand même pas beaucoup. Et en même temps, c'est une association qui est grande parce que notre premier métier consiste à tisser un réseau, une communauté apprenante sur le territoire de Lyon, d'accompagner des collectifs qui souhaitent apporter des réponses concrètes aux enjeux d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle.
Aujourd'hui, du coup, ce ne sont pas moins de 150 organisations qui, à nos côtés, veulent contribuer à l'enjeu de transition éducative. Du coup, notre ambition à la Maison de l'Apprendre est que Lyon et ses alentours soient reconnus comme un des premiers territoires apprenants de France. Un territoire pionnier, comme je le disais, en matière d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle, pour que tous les jeunes, mais aussi les moins jeunes, soient dotés des justes compétences pour être auteurs de leur vie et acteurs pour la société. Donc, pour répondre à un enjeu si grand, la Maison de l'Apprendre agit effectivement jamais seule, mais aussi à plusieurs niveaux. En premier lieu, on contribue à mieux comprendre quelles sont les réalités de notre territoire. Pour cela, on travaille à l'élaboration de diagnostics et de cartographie des acteurs du territoire pour comprendre justement qui sont celles et ceux qui apportent déjà une partie des solutions. Ensuite, nous fédérons ces différents acteurs et développons une communauté apprenante, un réseau d'organisations engagées que tous les mois nous réunissions pour se rencontrer, encore une fois tisser des liens. Et le point d'orgue de tout cela, c'est bien évidemment le Festival de l'Apprendre. Mais on essaye aussi d'aller plus loin, au-delà de tisser des liens. On offre un accompagnement individuel aux différentes associations sur leurs enjeux de développement. C'est important parce que c'est ça qui va aussi les aider à contribuer à développer leur impact auprès du plus grand nombre, auprès de leurs bénéficiaires. Et cet accompagnement individuel, il est indispensable, mais on est aussi intimement convaincus à la Maison de l'Apprendre que la capacité de coopération entre les structures est un levier clé dans le développement justement de cet impact auprès des bénéficiaires pour pouvoir adresser le plus grand nombre de jeunes, le plus grand nombre d'adultes qui en ont besoin. C'est pourquoi on va développer notamment cette année notre organisme de formation pour permettre à tous ces acteurs justement de posséder les clés de coopération réussie. Et dans cette même optique, on est aussi un laboratoire d'innovation sociale. C'est-à-dire que sur ces sujets, toujours d'éducation, de formation et d'insertion, à partir d'un diagnostic de territoire, on accompagne des collectifs de l'élaboration de leurs réponses aux premières expérimentations. Alors, s'ils ne sont pas directement nos bénéficiaires, les jeunes, comme les moins jeunes, sont pourtant au cœur de toutes les préoccupations de la Maison de l'Apprendre. Et nous avions effectivement envie, cette année, de mettre à l'honneur les enfants et les jeunes bâtisseurs de notre société et d'ouvrir cette semaine par une mise en lumière de leurs engagements. Comme je vous disais, on aime bien les diagnostics, donc à un moment donné, c'est pas mal de pouvoir commencer à s'orienter sur quelques chiffres. Et pour pouvoir essayer de vous dresser un panorama de cette jeunesse, on souhaitait vous partager justement des éléments qui ont été collectés par un think tank qui s'appelle Vers le haut. C'est le baromètre Jeunesse et Confiance qui existe depuis 2015, c'est la 8e édition cette année. Et les chiffres que je vais vous présenter là datent de septembre 2022. C'est une enquête qui a été menée auprès de 1007 jeunes de 16 à 25 ans, de 1008, à peu près 1007 justement, parents d'enfants de moins de 25 ans, mais également 408 chefs d'entreprise. Donc en fait, c'est un baromètre qui interroge systématiquement ces trois collèges, donc des jeunes, des parents et des dirigeants, et ça permet de confronter finalement les regards sur des réalités partagées, comme le rapport à la société, l'avenir ou encore à l'école. Et du coup, dans le cadre de ce baromètre, on va déjà examiner, par rapport à ces trois collèges, la confiance en soi et en l'avenir. Alors c'est vrai, quand on regarde l'actualité, entre la crise ukrainienne, la crise climatique, la crise du Covid, la crise économique, on peut dire que l'avenir des jeunes est placé sous le signe de l'incertitude et de l'inconnu. Et effectivement, leur rapport à l'avenir est marqué par cette incertitude et une vraie difficulté à se projeter. Quand on interroge justement ces jeunes de 16 à 25 ans, toutes les tranches d'âge partagent leur même rapport à l'avenir. Ils sont globalement optimistes, à peu près 73%, mais si on regarde ce chiffre-là de façon moins brute, on constate quand même que c'est 3 points de baisse par rapport à l'année dernière, ce qui n'est pas tout à fait anodin. Ce qui est quand même intéressant de constater, c'est que le degré de satisfaction globale de nos jeunes reste élevé, puisque 3 jeunes sur 4 considèrent que leur vie correspond à leurs attentes. Ça fait 76% des jeunes interrogés. Ça, c'est assez rassurant quand même. Et c'est aussi rassurant de savoir que c'est quand même un des plus hauts niveaux depuis 2015.
Bon, en demi-teinte, toutefois, quand on les interroge sur le fait de savoir s'ils pensent qu'ils auraient plus de chances de réussir hors de France, ils sont quand même 51% à dire que oui, peut-être qu'ailleurs l'herbe est un tout petit peu plus verte. Et c'est un rebond de 7 points par rapport à l'année dernière, donc c'est aussi un élément à examiner. En tout cas, dans cette grande situation d'incertitude, il y a aussi un élément majeur qui ressort, c'est la famille. La famille comme étant une valeur refuge, parce que si l'horizon s'assombrit, les jeunes sont nombreux à pouvoir compter sur leur famille. Ils sont même une écrasante majorité. 88% d'entre eux déclarent se sentir soutenus par leur famille. Donc il y a quand même une certaine corrélation aussi entre ce soutien familial et la confiance en l'avenir. En effet, il y a 79% des jeunes qui considèrent qu'ils peuvent compter sur leur famille, sont optimistes, soit 6 points de plus que les autres. Donc voilà, cette valeur famille est quand même fortement à considérer. Et quand on interroge les parents, ils sont quand même 64% à déclarer qu'ils sont inquiets quant à l'avenir de leurs enfants. En tout cas, ils estiment que leur avenir sera probablement plus difficile que le leur. Au-delà de ces chiffres concernant les jeunes et leur avenir, ce baromètre nous propose aussi un focus sur la question de l'engagement de ces jeunes, mais pas que. Et c'est posé déjà la question de savoir finalement l'engagement qui le représente pour les jeunes, pour les parents, mais aussi pour les dirigeants d'entreprise. Et ce qui est assez étonnant, j'avoue que personnellement, je n'aurais pas forcément misé là-dessus, mais manifestement les chiffres parlent pour eux. Les parents, sont aussi ceux qui incarnent le mieux l'engagement pour les 3 collèges, les jeunes, les parents, les dirigeants. Dans les 3 cas, au moins un répondant sur 2 cite les parents comme un acteur incarnant le mieux l'engagement, ce qui tend à confirmer justement l'importance revêtue par la famille comme un repère face aux situations d'incertitude. Les jeunes interrogés sont aussi très nombreux à citer les militants ou encore les bénévoles comme incarnant l'engagement. Et pour l'anecdote, chez les jeunes, les influenceurs sont quand même cités après les enseignants et les éducateurs. C'était un peu rassurant de lire ça tout de même. Sur la question de l'engagement, on constate finalement que les jeunes s'attachent à différentes formes d'engagement et ça ressort vraiment clairement dans leurs réponses. Ils sont principalement préoccupés par des questions d'ordre macro, si vous me permettez l'expression, comme la crise environnementale et climatique, mais aussi la question des discriminations et des inégalités. Et face à ces enjeux qui clairement les dépassent de façon générale, ils développent des pouvoirs d'agir et l'envie de changer les choses dans leur environnement au quotidien, à l'école, dans les études supérieures, auprès de leur famille ou encore dans le cadre d'une pratique sportive, finalement, sur ce qui est proche d'eux et ce qu'ils connaissent au quotidien. Du coup, ces questions de défense de l'environnement, de transition écologique sont soulignées à plus de 39% des répondants et la lutte contre les discriminations à peu près à 38%. Auprès de quel type d'organisation ces jeunes vont-ils justement s'engager ? Afin de pouvoir concrétiser leur engagement, les jeunes plébiscitent principalement les structures sportives et le tissu associatif de façon, sur le même pourcentage, et le service civique intervient en seconde position. Donc c'est vrai que c'est intéressant de constater aussi que la place du sport a une part tout à fait particulière, mais globalement, ce qui ressort aussi, c'est que les jeunes vont plutôt exercer leur engagement dans un cadre scolaire ou d'enseignement supérieur, à l'école, ou alors en tant que proche aidant. Et c'était un élément statistique intéressant à souligner parce qu'effectivement, l'engagement que peuvent avoir des jeunes dans un cadre scolaire ou d'enseignement supérieur est de facto plus visible qu'un jeune qui va s'engager dans une posture de jeune aidant. Donc n'oublions pas non plus ceux qui s'engagent différemment des schémas que l'on peut connaître. Côté parents, qu'en est-il par rapport à cette question de l'engagement ? Petit chiffre assez rassurant, 80% des parents interrogés sont favorables à l'engagement de leur enfant, à une condition toutefois, c'est que ça ne vienne pas interférer avec le développement scolaire ou professionnel de ces derniers. La précision a été apportée. Au-delà de ces chiffres, j'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête, parce que je vous en ai partagé quelques-uns. Il y a quand même un élément qui est particulièrement important dans cette question justement de l'engagement, c'est les compétences qui y sont liées.
Les jeunes soulignent que leur engagement va leur permettre de développer leur confiance en eux, leur capacité à travailler en équipe, mais aussi la prise de responsabilité. Ils sont à peu près 45% sur chacune de ces dimensions-là à les souligner. Et ce qui est particulièrement rassurant, intéressant, on le positionne comme on veut, c'est que les chefs d'entreprise qui ont été interrogés dans le cadre de ce même baromètre soulignent justement reconnaître exactement ces mêmes compétences quand des jeunes arrivent dans un processus d'embauche et qu'ils parlent de leur engagement. Donc finalement, il y a cette vraie convergence. Par ailleurs, dans ce diagnostic, il y avait un élément intéressant qui était souligné par les jeunes, c'est qu'ils souhaiteraient globalement que les compétences qu'ils développent dans le cadre de leur engagement soient davantage reconnues dans le cadre de leur suivi scolaire, de leur projet d'orientation ou encore dans le cadre d'un processus d'embauche. J'en vois quelques-uns qui dodelinent de la tête. Pour résumer, face aux défis majeurs de notre temps, le désir d'engagement des jeunes existe. Il s'exprime complètement différemment de ce qu'on a pu connaître avec des générations précédentes. C'est-à-dire qu'auparavant, l'engagement se tournait plutôt vers des structures fortes et identifiées. Les jeunes paraissent désormais préférer un engagement de réelle proximité. Encore une fois, ces derniers pouvant s'exercer dans le cadre éducatif, familial, mais aussi sportif. Les jeunes s'engagent pour la planète, pour les autres, mais également pour eux-mêmes, car l'expérience d'engagement est éminemment positive pour ceux qui y ont accès, en termes de sentiment d'utilité, de confiance en soi, de capacité d'agir, de compétences valorisables. Il est donc essentiel de proposer à tous les jeunes des possibilités d'engagement qui font sens pour eux et que cela soit pleinement inscrit dans leur parcours de formation à l'école, mais également au-delà, une fois dans la vie d'adulte. C'est un moyen fort pour contribuer à tenir les promesses de l'école et répondre aux attentes des jeunes, des parents et au-delà de la société tout entière. On va glisser tout doucement vers la table ronde qui nous réunit ce soir. Le thème est « L'avenir s'apprend et se construit ensemble. Quel rôle et quelle place pour la jeunesse ?» Et donc j'appelle maintenant à nous rejoindre pour la table ronde Tristan Debray, Claude Ducos-Miral, Herveline Isoard-Thomas et Hélène Balazar. Merci. Nous allons tout de suite commencer avec vous, Claude Ducos-Miral. Vous êtes présidente de l'UNICEF Rhône-Loire, de formation pédiatre et en santé publique. Vous avez particulièrement exercé au département du Rhône comme médecin directrice du service de PMI, puis directrice du service de santé publique et du conseil technique de santé. Dans la droite ligne de votre trajectoire professionnelle, vous avez rejoint l'UNICEF dès votre retraite afin de contribuer aux actions en faveur des enfants, leurs droits, leur protection et leur sensibilisation. Ces différentes positions vous ont permis de mesurer l'étendue du champ de la protection de l'enfance et des efforts que nous devons tous, au sein de la société, mettre en œuvre pour favoriser un développement juste, équitable et respectueux des enfants. Nous avons tous déjà entendu parler de l'UNICEF, qui s'engage partout dans le monde pour le droit des enfants et leur plein épanouissement. Et pourriez-vous nous partager, s'il vous plaît, un petit peu plus en détail les actions de cette association et pourquoi il est aussi important pour l'UNICEF de mettre les droits des enfants et de la jeunesse au cœur des projets de société ? Merci beaucoup, bonjour à tous. Effectivement, avant de commencer le propos un peu plus large que vous me proposez, je vais rappeler un tout petit peu ce que c'est que l'UNICEF, mais rapidement, parce que tout le monde connaît le sigle, tout le monde connaît le logo, mais en général on connaît beaucoup moins les objectifs, les modalités, les enjeux, et c'est ce que je veux reprendre un tout petit peu avec vous. Dans sa dimension internationale, actuellement, c'est une agence de l'Organisation des Nations Unies. Elle a été créée en 1946
donc à l'époque pour venir en aide aux enfants d'Europe qui avaient été si maltraités. D'ailleurs, hier soir, j'ai vu sur France 5 un documentaire qui s'appelait 1945, le chaos des enfants. C'était tout à fait ça, on a vu. Et donc, un peu plus de 70 ans après, l'UNICEF a encore et toujours, malheureusement, une nécessité absolue d'intervenir pour la protection des enfants dans le monde. Alors, je vous ai donné cette première date, 1946, mais je vous en donnerai une deuxième. C'est 1989. C'est l'année où l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui sera un petit peu le point clé de mon intervention. C'est à la fois le cœur, la base, c'est le fondement des interventions et de l'action de l'UNICEF, mais il s'applique aussi bien sûr à toutes les autres associations. Cette convention, qu'on appelle CIDE pour raccourcir, elle inscrit les droits de l'enfant dans une éthique sociale et dans un code de conduite international, et 196 États sont signataires et l'ont ratifiée. Alors, cette convention, vous avez vu cette affiche, elle est grande. Ce que je vous invite, c'est un jour à la regarder. Il y a 54 articles. Si vous regardez, derrière, il y a toutes les explications, c'est ce qui facilite les choses. Mais sur ces 54 articles, il y en a une douzaine qui sont en fait directement perceptibles et compréhensibles par les enfants, puisque c'est notre cœur de cible. Et ces articles s'appliquent, ce sont les droits. Droit à l'identité, droit à la famille, droit à l'expression, droit à être protégé de toutes les violences, droit à l'éducation. Là, il y a 2 articles, le 28 et le 29, qui d'ailleurs s'inscrivent aussi dans la démarche des objectifs de développement durable pour l'éducation de qualité. Il y a le droit à la santé, tous ces droits. Et vous savez, quand on intervient auprès d'enfants pour les sensibiliser, on leur pose des questions et on leur dit « Est-ce que tu connais les droits ?» Et c'est très, très, très amusant parce que ils disent tout de suite le droit à l'éducation. Souvent, ils le disent très bien. Le droit à l'expression, mais il y en a d'autres qui viennent moins bien. Le droit de l'identité, ils ne comprennent pas ce que c'est parce qu'en France, tout le monde a une identité, mais que le monde n'est pas aussi généreux avec tous les enfants. Enfin bref, c'est un échange déjà très, très porteur de sens. Un tout petit mot avant de continuer. L'UNICEF est une organisation mondiale qui intervient dans le cadre d'initiatives programmées. Ce sont les programmes de développement dont vous entendez parler de temps en temps dans les pays où se situent des grands dangers pour les enfants et des missions d'urgence. Et je dirais que les 3 mots-clés, c'est sauver dans les cas de grande urgence, protéger lorsqu'on est plus en chronique, et éduquer, parce que c'est un objectif clé de l'UNICEF. Donc pour cela, on achemine à la fois du matériel, des ressources humaines pour mettre en place ces actions. Donc il y a l'UNICEF international, et puis dans 25 pays qui ont un revenu élevé, comme la France, il y a ce qu'on appelle un bureau national. Ce sont des associations, donc il y a une association qui s'appelle UNICEF France, et nous faisons partie de cette association, ici dans le Rhône, au Rhône-Loire 1, et je voudrais signaler que nous sommes tous bénévoles, et donc nous sommes tous extrêmement engagés sur cette mission qui est vraiment, pour nous, la plus belle. Voilà. Alors, vous me demandez le pourquoi. Le pourquoi. Tout à fait. Où trouve finalement la racine de cette cause de l'engagement, et on va regarder après comment ça se passe. Donc pour nous, on a une vision. Vous pensez bien qu'étant une grande structure ciblée sur l'enfance, on a une vision de la place de la jeunesse dans la société. Les jeunes, la jeunesse, ils reçoivent, ils transmettent des valeurs, ils transmettent les acquis, ils les font évoluer, et ils ont donc en cela un rôle majeur dans notre société. Et pour nous, une société qui ne prend pas suffisamment en compte sa jeunesse, elle prend beaucoup de risques. Alors, elle se prive d'abord de sa force et de sa parole, de son regard, de sa créativité,
de sa capacité de liberté, de ses projets, de son engagement, ça a été bien dit tout à l'heure, car c'est elle qui va faire tourner la machine après nous. Si elle ne l'écoute pas, si la société n'écoute pas sa jeunesse, si elle l'étouffe, si elle la contraint, ne la reconnaît pas ou même l'ignore, cette jeunesse prend le risque de s'étioler, de se détacher. Elle peut choisir la violence comme mode d'expression, mais aussi elle peut produire une société froide et égoïste, et c'est surtout pas ce que nous voulons. Si la société cantonne sa jeunesse dans un cadre étroit et non respectueux de ses valeurs et de son potentiel, au-delà de toute sa force, elle perd la richesse des relations interhumaines, affectives, émotionnelles que la jeunesse est capable de nous apporter. Dans ce que je viens de dire, bien sûr, tout le monde connaît tout ça. Mais ce qui permet à la jeunesse de jouer ce rôle que nous attendons, c'est d'être respectée dans toutes ses dimensions pour qu'elle puisse acquérir la capacité d'agir. Et la force que nous avons à l'UNICEF, c'est de s'appuyer sur la Convention internationale des droits de l'enfant, parce que c'est bien dans ce cadre que des jeunes sont capables de comprendre les valeurs que nous voulons leur faire partager, les appréhender et les mettre en œuvre au sein de notre société. Donc, vous voyez que pour l'UNICEF, l'idée centrale, c'est bien de reconnaître l'enfant, le citoyen en devenir, et de lui donner les moyens de se construire et ultérieurement de construire ensemble avec les autres parts de la société. La Convention internationale des droits de l'enfant, j'avais écrit au départ, c'est un formidable outil de l'apprendre, mais non, c'est une formidable boîte à outils de l'apprendre, parce que, je vous ai dit, il y a des tas d'articles dedans qui ouvrent des tas de perspectives sur la capacité des enfants, et tous ces articles contiennent tous les leviers possibles que nous pouvons leur transmettre et dont ils se serviront. Ces leviers, ces articles, ils peuvent être pris en charge, être compris, être utilisés par tous les responsables en charge de l'éducation des enfants, mais aussi tous les responsables du fonctionnement de nos sociétés et tout un chacun, parce que nous avons à partager ça avec les enfants. En plaçant la jeunesse au cœur des politiques publiques, le jeune grandit avec la conscience de ses droits, il peut les comprendre, il saura les mettre en pratique. Et c'est en cela que nous portons une petite part de la force de la société. Merci. Alors l'UNICEF accompagne également les collectivités locales pour promouvoir les droits de l'enfant et en garantir l'effectivité. Elle anime un réseau de villes qui, au travers d'une candidature circonstanciée, ont obtenu le titre de ville amie des enfants. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi consiste ce titre ? Oui, alors si vous me permettez un petit peu, je vais quand même dire qu'au plan national, l'UNICEF intervient auprès des dirigeants pour faire mieux connaître ces droits de l'enfant. Récemment, enfin c'est même fin 2022, a été créée à la demande de l'UNICEF une délégation aux droits de l'enfant auprès de l'Assemblée nationale. D'où vous voyez une porte qui s'ouvre pour être entendue par nos élus. Nous sommes dans l'attente d'une réponse de même nature du Sénat. Et puis, il y a des travaux qui s'engagent aussi par l'UNICEF pour travailler sur un observatoire des non-scolarisations. Ça aussi, c'est un point important pour soutenir les enfants. Et puis, on a un projet aussi qui s'appelle École amie des enfants, dont nous viendrons vous parler bientôt. Mais en attendant, effectivement, il y a eu Quand est-ce que ça a été fait ? L'initiative a été prise en 1996, vous voyez, par l'UNICEF, de lancer un concept qui était de créer ce titre de ville amie des enfants, c'est-à-dire promouvoir, l'objectif est de promouvoir les droits de l'enfant et les rendre effectifs en les inscrivant dans les politiques publiques des collectivités locales. Et ce concept a tout de suite été entendu, parce que c'était au plan mondial, bien sûr, hein, et la France a très vite compris les choses, et l'UNICEF a travaillé avec l'Association des maires de France
pour lancer et porter le programme en France. Donc, de 2002 à 2022, le travail a prospéré et actuellement, il y a un peu plus de 300 villes qui ont travaillé très dur pour répondre à l'enjeu. Il y a effectivement un cahier des charges, il s'appelle guide, mais c'est un cahier des charges. Hein. C'est un guide extrêmement exigeant, très détaillé, qui est proposé aux villes candidates et qui va se discuter pour obtenir ce titre. Alors, c'est quoi une ville, amis des enfants ? C'est une ville qui s'engage à promouvoir les droits de l'enfant dans sa politique municipale. Tous les élus doivent s'y inscrire sur tous les secteurs, éducation, petite enfance, culture, social, sport. Il y a une prise en compte dans tous ces champs et avec tous ces élus de la dimension de la place des enfants. Donc il y a un plan d'action qui doit être proposé par la ville, d'ailleurs cette action c'est sur toute la mandature, bien sûr, et tout est inscrit dans le plan municipal. Cela signifie que c'est un engagement très fort de la ville et que c'est une force parce que cela démultiplie les enjeux, cela démultiplie le partenariat et il y a beaucoup de choses qui passent. Alors, c'est un engagement, mais on vous demande de vous engager à quoi ? Alors, à quoi ? On a essayé de le mettre dans une petite rosace là-bas. Il y a 5 engagements forts. Le premier, c'est le bien-être des enfants, le bien-être de chaque enfant. Et la ville, la candidate, trouve les actions qui lui paraissent les plus adaptées pour répondre à cet enjeu. Le deuxième, c'est lutter contre les exclusions, les discriminations et favoriser l'équité. Le troisième, c'est développer un parcours éducatif de qualité. Le quatrième, c'est de favoriser la participation et l'engagement de chaque enfant. Donc vous nous expliquerez. Et puis ensuite, de développer un partenariat de qualité avec le local, en particulier avec l'UNICEF. Donc, quand nous avons actuellement dans le Rhône 9 collectivités qui ont cette année, enfin qui ont depuis en 2022, et nous avons le grand plaisir d'avoir bien sûr la ville de Lyon, qui, elle, a été la première à avoir le titre, c'était en 2004, et qui, depuis, à chaque mandature, s'est réinscrit dans cette dimension, et nous fait le plaisir de développer des actions de Ville Amie, et nous en sommes absolument ravis, parce qu'on sait que vous vous êtes fortement engagés, et qu'on a beaucoup de choses à faire encore. Merci Claude pour ce partage. Et vous m'aviez confié effectivement que sur sa dernière version de candidature, le cahier des charges, comme vous dites, a été relevé en termes d'exigence. Donc on va voir maintenant avec Tristan Debray, conseiller municipal en charge de la ville des enfants, comment est-ce que les choses se sont concrètement matérialisées sur notre territoire. Bon, j'ai la pression maintenant. Hein. J'ai pas révisé en plus. Alors effectivement, merci beaucoup Claude pour toute cette présentation sur l'UNICEF et puis quelques mots sur notre partenariat. Et avant de vous parler de choses concrètes qu'on fait donc à Lyon pour les enfants, je voulais aussi saluer donc l'arrivée de Stéphanie Léger, ma collègue qui est adjointe à l'éducation, voilà, avec qui je travaille sur de nombreux projets donc pour les enfants partout dans la ville. Puisque effectivement, comme Claude vous l'avez évoqué, c'est très transversal, la question de la ville des enfants, c'est une question qui concerne tout le monde en fait, puisque tous les élus, toutes les délégations, tous les services, partout dans la ville, dans les arrondissements, sont concernés en fait par la place de l'enfant, puisque dès qu'on lance des projets, que ce soit des projets de réaménagement urbain par exemple, ou n'importe quel type de projet, ils vont forcément impacter la vie et le quotidien de certains enfants, voire de beaucoup d'enfants. Alors du coup je voulais juste concrètement vous montrer quelques images de réalisations qu'on a fait qui entrent dans le cadre de ce que je vous ai brièvement évoqué tout à l'heure, qui est donc la conception qu'on partage fortement avec Francesco Tonucci d'une ville des enfants, qui est à la fois d'une part donc de réaménager la ville à leur hauteur, c'est-à-dire de partir de leurs besoins qui sont spécifiques, de leurs attentes, dont on n'avait pendant longtemps pas conscience, puisqu'ils n'ont jamais vraiment été associés aux projets qui les concernent. En tout cas, ils le sont de plus en plus, et notamment depuis 1989, effectivement, qui a été un tournant majeur, non seulement dans les droits de l'enfant, mais dans la considération des enfants et de leur place dans la société de manière générale.
Et l'autre versant, donc de la délégation de la ville des enfants, notre autre souhait majeur est donc de faire des enfants des acteurs de la cité. Et ça, je vais vous montrer quelques exemples. Ça se concrétise à travers de nombreux projets. Alors comme on n'a pas énormément de temps, mais c'est déjà bien, 10 minutes, je vais faire un focus un peu plus sur certains projets spécifiques. Il y en a beaucoup d'autres que j'évoquerai un peu moins, qui est la végétalisation des cours d'école, par exemple, le réaménagement des cours d'école auxquels les enfants sont associés. Et merci beaucoup Stéphanie, qui connaît mieux que moi ces projets. Et je sais que les enfants sont associés dès le départ à ces projets, donc ils changent leur quotidien, puisque les enfants passent beaucoup de temps dans les cours de récréation. Je vous apprends rien. Il y a également la question de l'alimentation. Il y a beaucoup d'avancées également où les enfants sont concertés aussi sur le choix de ce qu'ils vont manger à la cantine, notamment. Il y a encore beaucoup de projets. Les enfants ont été associés au projet éducatif de Lyon. Mais voilà, encore une fois, je vous laisserai aller voir Stéphanie. Je suis sûr qu'elle sera contente de répondre à vos questions sur ces projets spécifiques. Et je vais vous parler d'autres projets dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont les rues des enfants. Alors les rues des enfants, on en a déjà construit, aménagé un certain nombre dans la ville, et ils permettent aux enfants donc de tous les âges, donc aux plus petits puisque ça concerne les crèches, jusqu'aux plus grands, en tout cas jusqu'à la fin de l'école primaire, de voir les abords de leurs écoles et de leurs crèches apaisés, sécurisés. Quand c'est possible, ils le sont même piétonnisés, donc c'est-à-dire fermés. On ferme un tronçon de la rue, donc devant l'école. Alors ça va répondre à de nombreux enjeux, bien sûr, qui sont à la fois environnementaux. Il s'agit de réduire la place donc, des voitures sur ces abords d'écoles et de crèches, donc de réduire la pollution à cet endroit-là. Il y a des enjeux donc, sanitaires, bien sûr, puisque ça impacte immédiatement la santé des enfants. Des enjeux de sécurité, bien entendu, puisque à Lyon, comme dans toutes les grandes villes, il y a malheureusement des accidents qui impliquent des enfants autour de ces lieux éducatifs. Donc c'est aussi un enjeu de sécurité. Et bien sûr, un enjeu de convivialité. Puisque l'idée, c'est que autour des écoles et des crèches, au lieu que ce soit des endroits avec des sortes de dépose minutes où certains parents ou accompagnants déposent les enfants rapidement et les récupèrent le soir, on souhaite que ce soit des lieux de convivialité où les gens soient bien, sereins, qu'ils puissent discuter tranquillement pendant que les enfants jouent. Et on peut le voir déjà devant plusieurs rues des enfants un peu partout dans Lyon. Parfois des enfants jouent au ballon ou à autre chose. En tout cas, prendre leur temps, puisque l'idée, c'est vraiment que les enfants puissent se réapproprier l'espace public. Donc ça, c'est assez nouveau, assez moderne, puisque pendant des décennies, les villes ont été construites plutôt pour les adultes, et pas pour tous les adultes, plutôt des adultes qui travaillent, qui sont en bonne santé, qui conduisent des voitures. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment permettre aux enfants de se réapproprier la ville, et ça commence par les abords donc, des écoles et des crèches. Alors, on va vous montrer peut-être quelques images. Voilà, bon, quelques chiffres brièvement. Donc, depuis 2 ans et demi, on a donc réalisé 67 rues des enfants, donc ça concerne un peu plus de 11 000 enfants. Et donc, c'est vraiment, comme je l'expliquais, une démarche de reconquête de l'espace public pour les enfants et bien sûr pour les accompagnants. Voilà, avec également donc l'amélioration des cheminements piétons, etc. Et une fois qu'on a sécurisé ces espaces, il va y avoir plusieurs manières de les rendre conviviaux, de les embellir également, donc soit à travers un aménagement et notamment en termes de végétalisation, puisqu'il s'agit aussi d'en faire des îlots de fraîcheur pour justement que les personnes, les familles ou les accompagnants y soient bien et y passent du temps. Mais également, il y a des projets qu'on a lancés depuis l'été 2021 qui sont de plus en plus nombreux. Lorsque c'est possible, on va faire des projets artistiques. Puisque je l'évoquais, je crois, tout à l'heure brièvement dans mon introduction, il est question aussi de l'émancipation des enfants grâce à l'art. Et lorsque c'est possible, on lance des projets artistiques qui sont donc menés par des artistes professionnels, des artistes de la ville, et donc qui vont apprendre aux enfants depuis le début. Donc ils vont monter un projet de réappropriation de l'espace public grâce à des fresques sur le sol, sur le portail de l'école, sur le mur, qui vont permettre de visualiser l'école dans l'espace public et bien sûr, et c'est là le plus important, de faire participer les enfants à la réalisation de ces œuvres, de les rendre fiers de leur patrimoine, puisque leur école, c'est quand même leur patrimoine, ça leur appartient en quelque sorte, et donc ça leur permet de se réapproprier l'espace public grâce à l'art. Vous avez quelques exemples en photo en haut à droite, donc c'est la rue des enfants qui est devant l'école Johannes Masset, dans le 9e arrondissement, qui a été réalisé avec le collectif La Coulure, et sur le thème de la bibliothèque imaginaire. Donc les enfants
donc c'est des enfants d'école élémentaire, ont réalisé, donc avec l'artiste bien sûr, une fresque avec des personnages de contes, de bandes dessinées, etc. qu'ils ont choisis. Donc les enfants sont vraiment associés dès le début à ces projets, ils y participent pleinement. On a réalisé les enfants plutôt, moi j'ai rien fait, les enfants avec donc des artistes et les enseignants bien sûr et les directeurs d'école, donc d'autres projets devant l'école Ménis, par exemple dans le 3e arrondissement, avec une grande fresque sur le sol, devant l'école Édouard Herriot et l'école Charles Péguy, qui sont dans le 8e arrondissement. Et là, on va en lancer encore d'autres tout au long de l'année 2023, et on a pour ambition d'en réaliser plusieurs chaque année. Voilà, vous avez quelques images encore. Donc vous voyez, je parlais de végétalisation. Donc par exemple, en bas à gauche, on a l'école Charles Péguy. Alors eux, ils ont eu de la chance puisqu'ils ont eu la création d'un parvis sécurisé, puis ensuite donc la végétalisation et enfin une œuvre artistique. Ensuite, donc on voit l'école Édouard Herriot dans le 8e. Donc là, les enfants, avec une artiste qui s'appelle Lucie Albon, ont réalisé leur autoportrait. Donc c'est aussi une belle manière de se réapproprier l'espace public en rappelant aux personnes qui passent dans la rue que oui, c'est une école, que ce sont eux-mêmes qui sont dans cette école puisque ce sont leurs visages qu'ils ont dessinés. Et il y a parfois donc des créations de zones de rencontre où par exemple en bas à droite on voit l'école Marc Bloch dans le 7e où là il y a uniquement les bus qui peuvent passer. Et en haut à droite, donc, c'est encore l'école Charles Péguy, je crois. Voilà, donc ça, c'est juste quelques exemples de rues des enfants qu'on a réalisées depuis le début du mandat. Et on va en réaliser encore une trentaine cette année, partout dans la ville, en construction, donc avec bien sûr les équipes enseignantes, les élus d'arrondissement qui font un travail énorme là-dessus, donc les adjoints à la voirie, les adjoints à l'éducation, les adjoints à l'espace vert. Voilà, donc ça c'est une manière donc de rendre la ville aux enfants et on a quand même des très bons retours. On a même parfois des personnes qui n'ont pas d'enfants qui nous remercient puisqu'on a embelli une petite partie du quartier et lorsqu'ils passent devant l'école tous les jours, ils sont contents. Je ne sais pas si ça leur donne envie de faire des enfants, mais ça c'est encore une autre question, pourquoi pas. Alors on peut passer au deuxième chapitre, on va dire, donc qui est le chapitre plutôt de la parole aux enfants. Donc de quelle manière on leur permet de participer aux décisions qui les concernent, de prendre part à la vie de la cité. Donc dans ce chapitre-là, il y a évidemment les projets de conseil d'arrondissement des enfants. Alors un tout petit historique, à Lyon, il y avait un conseil d'arrondissement des enfants qui existait depuis 2014, c'était le premier. Et en 2020, on a commencé à en mettre en place dans les autres arrondissements de Lyon. Là, actuellement, donc on a 7 arrondissements. Enfin, dans quelques jours, on sera à 7. C'est le 7e arrondissement qui va boucler la première boucle. Et ce sera donc le 7e conseil d'arrondissement des enfants. On en a donc dans le premier, dans le 3e, dans le 4e, dans le 5e, dans le 7e, dans le 8e et dans le 9e arrondissement, avec comme objectif d'avoir le premier conseil municipal des enfants à Lyon à la fin de l'année 2024. Donc ça se rapproche. Actuellement, on a donc à peu près 200 enfants élus au total, donc de 61 écoles différentes. Et donc le premier conseil municipal des enfants qui verra le jour donc dans un peu plus d'1 an et demi, avec bien sûr 2 grands enjeux, mais je crois que mes collègues à ma droite en parleront encore mieux que moi, qui est donc un enjeu de participation des enfants. C'est d'ailleurs en ce sens une manière aussi de respecter la Convention internationale des droits de l'enfant. Je crois que c'est l'article 12, si je ne me trompe pas, Claude, vous me corrigez. J'aurai une mauvaise note, tant pis. Je crois que c'est l'article 12 sur la participation des enfants. Voilà, le respect de la vie des enfants, effectivement. Et c'est aussi une autre manière, donc c'est une manière de les rendre acteurs, mais c'est aussi une manière de les éduquer à la citoyenneté, de leur apprendre, donc dès le début déjà comment se passe une élection, puisque en général, dans la plupart des arrondissements, les enfants participent eux-mêmes, sur la base du volontariat, aux élections. Ils vont inventer leurs slogans, ils vont avoir leur petit programme, ils vont présenter à leurs camarades de classe leurs idées, leurs projets et tenter de les convaincre de voter pour eux. Ensuite, donc, sur les détails concrets du fonctionnement des conseils d'arrondissement des enfants, je laisserai effectivement des personnes qui les connaissent mieux que moi. Et simplement, et vous allez vous en rendre compte d'ailleurs, je pense, pour vous dire que ça varie quelque peu d'un arrondissement à l'autre. Puisque du coup ce sont donc des associations spécialisées qui animent ces séances et on va voir que c'est un peu différent d'un conseil d'arrondissement à l'autre avec quelques invariants quand même auxquels on tient, qui est donc l'élection des enfants par binôme paritaire. Alors là je ne montre pas l'exemple parce qu'il y a une grande parité ici
autour de moi. Mais voilà, en tout cas, dans les conseils d'arrondissement des enfants, une fois de plus, les enfants montrent l'exemple. Ce sont donc des binômes paritaires et des mandats de 2 ans, ce qui permet d'aller loin et de pouvoir aller au bout de certains projets. Voilà. Alors ensuite, donc, je l'ai évoqué brièvement, il y a d'autres espaces de participation. Donc les cours nature, que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure. On les concerte également pour la rénovation des aires de jeu. J'en parlerai un petit peu après. Donc je l'ai dit aussi, donc je n'avais pas donné le chiffre, donc il y a plus de 700 enfants qui ont participé donc, à la construction du projet éducatif de Lyon. Et il y a donc un certain nombre de moyens, d'outils qu'on développe pour permettre aux enfants de participer à des projets. Les enfants du conseil du premier arrondissement, par exemple, ont participé à la concertation sur le projet Rive Droite. Bon, il y a voilà, un certain nombre de projets comme ça qu'on développe et on essaie de les associer le plus possible aux décisions donc, qui les concernent. Et ça aussi, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors on peut voir la suite. Je pense qu'on va parler... Je ne sais plus, je vous ai dit, je n'ai pas révisé. Voilà, sur les aires de jeu. Alors, à Lyon, comme dans beaucoup de grandes villes, les enfants ont quand même des espaces qui sont spécifiques, qui leur sont dédiés, heureusement. Alors, on aimerait que toute la ville leur soit dédiée. Il faudra plusieurs mandats pour ça. Mais en tout cas, il y a quand même les aires de jeu, qui sont assez nombreuses à Lyon. Il y a autour de 220 aires de jeu, 230 au total, sur la ville. Et on a lancé tout un programme, un nouveau cahier des charges, plus précisément, au niveau des aires de jeu, pour les rénover, avec la question de l'inclusion, qui est absolument fondamentale, l'inclusivité donc des aires de jeu et leur accessibilité à tous les enfants. Bien sûr, la présence de la végétalisation et de l'eau, puisque actuellement à Lyon, il y a des bornes fontaines dans 95 aires de jeu sur 230, donc on souhaite développer ça, améliorer la place de l'eau dans les aires de jeu, c'est absolument indispensable pour les enfants et aussi pour les accompagnants, bien sûr. On commence donc à utiliser des matériaux qui sont plus respectueux de l'environnement, si possible, autant que possible, en tout cas plutôt des jeux en bois, et bien sûr renforcer le lien avec la nature, qui va aussi de pair, on peut dire, avec le développement, ou en tout cas des espaces qui sont plutôt dédiés aux jeux libres. Alors vous connaissez sans doute encore mieux que moi les avantages du jeu libre dans le développement de l'enfant, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on souhaite, pas forcément avoir des jeux un peu stéréotypés, qui ont été pensés pendant longtemps, en tout cas c'est notre avis, c'est le mien en tout cas, qui ont été pensés parfois plus pour les parents ou pour les accompagnants, en termes de sécurité, et finalement moins en termes de développement de l'enfant, de développement de sa motricité fine par exemple. Ils ont été plutôt créés pour des raisons pratiques. Quand on regarde les aires de jeu, on peut observer un exemple, mais on voit qu'autour de tous les jeux, il y a des bancs, c'est logique, c'est normal, c'est une norme sociale, des bancs qui sont tournés vers les jeux. Mais lorsqu'on a la chance, comme moi, de rencontrer beaucoup d'enfants élus des conseils des enfants, il y a une demande qui revient très souvent, c'est qu'on mette les bancs dans l'autre sens. Parce que les enfants veulent être tranquilles, ils aiment échapper plutôt à la vigilance de leurs parents, ils aiment être libres, tout simplement, en tout cas avoir le sentiment de l'être, et malheureusement les bancs sont tournés pour que les parents et les personnes qui les surveillent donc, puissent effectivement les surveiller. Voilà. Donc c'est un petit exemple, mais ça en dit long quand même. Les enfants aiment se cacher, et il y a des normes qui sont bien sûr telles quelles, Duralex, Sedlex, sur la longueur des tunnels par exemple, ils doivent être très courts. Les enfants adorent aller dans les tunnels et s'y cacher. Ils ne peuvent pas, malheureusement, aller bien loin. Mais en tout cas, on travaille là-dessus. On ne va pas refaire les normes qui datent des années 90, en tout cas pas nous à la ville de Lyon, mais pourquoi pas peut-être appuyer quelques projets au niveau national. Mais il y a sans doute des choses à changer. En tout cas, nous, on change tout ce qu'on peut par rapport à nos compétences, évidemment, et à nos moyens. Et enfin, donc, sur les aires de jeu, je voulais aussi vous raconter une toute petite anecdote brièvement pour vous montrer à quel point tous les aspects de la ville des enfants se rejoignent et à quel point on rend du pouvoir d'agir concret aux enfants. On ne leur donne pas simplement la parole, on leur permet de faire des propositions. Et c'était il y a 1 an et demi environ, on a fait une visite d'une aire de jeu qui est l'aire de jeu du Gros Caillou à la Croix-Rousse, que certains d'entre vous connaissent, je pense. Alors on l'appelle le square Frédéric Dard officiellement, mais tout le monde le connaît sous le nom de l'aire de jeu du Gros Caillou. Et on y est allé donc avec la direction des espaces verts, avec des collègues élus de la mairie du 1er et du 4e arrondissement, et avec des enfants élus du conseil d'arrondissement des enfants du 1er.
Et ces enfants-là, elles étaient 3, c'était 3 filles, mais il y avait bien autant de garçons et de filles, vous avez suivi, hein, au conseil d'arrondissement des enfants, mais ce jour-là, il n'y avait que 3 filles disponibles. Et donc on leur a posé un certain nombre de questions sur ce qu'elles pensaient de cette aire de jeu, de quelle manière on devrait la rénover. Et j'ai aussi demandé à ces jeunes élus si elles connaissaient des jeux qui permettaient aux enfants à mobilité réduite ou en situation de handicap de pouvoir jouer au même endroit que les autres, puisque c'est ce qu'on doit encore améliorer à Lyon, et pas qu'à Lyon. Et elle m'a décrit une balançoire avec un siège très bas et très large qu'elle avait déjà vu. Elle m'en a parlé, je ne connaissais pas. On en a parlé avec la direction des espaces verts et on a réussi à trouver plusieurs prototypes donc, de ce type de balançoire à siège inclusif. Et elle sera installée au même titre que tout le reste de la rénovation d'aires de jeu dans les prochains mois. Donc on invitera cette petite élue, j'espère qu'on a encore ses coordonnées, puisque donc c'est bien elle, c'est une élue du premier qui a fait cette proposition. On a pris en main les choses avec la direction des espaces verts, on a cherché à quoi ça correspondait et on va mettre ça en place. Alors c'est encore un tout petit exemple, il y a encore beaucoup de travail évidemment, mais simplement pour vous dire que si jamais des enfants vous pensent ou croient qu'on leur donne juste la parole, ce qui est déjà pas mal, mais non, en fait on fait beaucoup plus puisqu'on leur permet lorsque c'est possible de faire des propositions concrètes et donc de les réaliser. Je ne sais plus si j'ai encore... Je peux dire une chose. Article 31, repos, jeux, culture et art. Voilà. Et article 23, inclusion des enfants en situation de handicap. Alors on coche déjà quelques cases. C'est la boîte à outils. Voilà, je ne sais plus s'il y avait encore quelques mots sur les réalisations et les rénovations d'aires de jeu depuis le début du mandat, depuis l'été 2020. Voilà quelques chiffres sur les réaménagements qu'on a fait. Donc 4 en 2020, 6 en 2021, dont 2 créations d'aires de jeu, 5 en 2022. Avec quelques photos, quelques exemples. Alors je ne l'ai pas trop évoqué, mais on prend en compte quand même la place des accompagnants, bien sûr. Hein. On est quand même centré sur la place de l'enfant, mais on développe aussi du mobilier urbain qui peut servir à des accompagnants. Voilà, par exemple des tables d'échecs, ça crée aussi du lien intergénérationnel, ça a beaucoup de succès en général. Et donc on concerte également les enfants. Voilà, je ne l'ai pas évoqué aussi, mais en plus de ça, systématiquement, pour toutes les rénovations d'aires de jeu, avec la direction des espaces verts, on a élaboré un questionnaire assez riche, avec beaucoup de questions diverses et variées sur donc quel type de jeu les enfants veulent. Donc par exemple s'ils veulent des jeux individuels ou des jeux collectifs, s'ils veulent des jeux justement pour se cacher, pour sauter, pour glisser, pour grimper, etc. S'ils veulent des jeux sur le thème de l'aventure ou autre. Et donc ces questionnaires sont diffusés dans les écoles et dans donc tous les endroits qui accueillent des enfants autour de chaque aire de jeu avant sa rénovation. Avec la direction des espaces verts, donc on recueille toutes ces demandes, on fait un peu donc, des statistiques, on voit ce qui est le plus demandé et on le prend en compte donc, pour la rénovation de l'aire de jeu. On demande aussi aux enfants de dessiner leur aire de jeu idéale, puisque le dessin c'est aussi un très très bon moyen d'expression. Est-ce qu'on peut passer justement sur cette question de la concertation, si vous en êtes d'accord, on peut peut-être voir avec Herveline Isoard Thomas comment les choses se matérialisent au sein des conseils d'arrondissement sur les temps éducatifs. Je vous invite à compléter le propos de Tristan Debray. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes délégué général de la Fédération des œuvres laïques du Rhône. Précédemment, vous avez occupé des fonctions de DRH dans des organisations d'intérêt général, mais aussi dans des organisations privées. On voit bien comment l'humain a fait un fil rouge au sein de votre carrière et là où l'intérêt général a pris de plus en plus de place. Est-ce que vous pouvez, Herveline, nous présenter vos activités aujourd'hui au sein de la FOL et puis nous préciser votre définition, votre présentation de la citoyenneté au travers de ces activités? Donc déjà, merci beaucoup de cette invitation et voilà, on va essayer de témoigner d'un des aspects de la ville amie des enfants. Donc la FOL 69, c'est d'abord une fédération départementale d'associations, on regroupe 500 associations
et on fait partie donc de la Ligue de l'enseignement. On travaille sur les notions de loisirs, vacances, sport, éducation, culture, citoyenneté. Et quand la ville de Lyon a commencé à nous proposer d'accompagner les conseils d'arrondissement des enfants, ça a fait sens, surtout par rapport au sujet de la citoyenneté. Donc la citoyenneté, effectivement, c'est un sujet important, et les enfants, pour se sentir citoyens, il faut qu'ils se sentent partie prenante et qu'on leur donne la possibilité de faire des choix, et des choix éclairés. La Ligue de l'enseignement a été créée par Jean Massé, et ce fondateur donc, de la Ligue de l'enseignement disait « Il s'agit pour nous de faire des électeurs et non des élections ». Donc c'est important d'avoir nos futurs électeurs. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre de la citoyenneté, les enfants, dans les CAE? Déjà, ils vont apprendre effectivement, comme vous le disiez, le concept d'élection et de campagne électorale. Les enfants, ils se présentent au sein de leur école, ils vont préparer un discours, ils vont apprendre aussi à partager leurs propres idées, mais aussi à représenter les idées des autres. Et ça, c'est pas une mince affaire pour eux. Ils vont apprendre aussi qu'est-ce que c'est que la vie de la cité, la vie d'élu. On était ensemble mercredi dernier à la cérémonie d'investiture du conseil d'arrondissement du 3e. Ils ont travaillé sur une charte, donc ça veut dire quoi être élu, ça veut dire quoi voter, ça veut dire quoi prendre position, sur aussi la notion d'intérêt général, de bien commun. Ils doivent, dans leur projet, toucher les enfants, et pas que les enfants, en fait, les habitants de leur arrondissement, et toucher un maximum de personnes. Donc nous, on les aide à partir de leurs propres idées, ils en ont énormément, mais à ce qu'elles soient partagées par tous, et à pouvoir éventuellement les élargir. Ils vont travailler aussi sur la notion de choix et de vote, parce qu'ils vont avoir plein d'idées, mais ils ne vont pas pouvoir travailler sur tout. Donc il va falloir qu'ils décident sur quoi ils vont pouvoir travailler, avec des allers-retours aussi avec les élus. Alors ça, c'est une notion qui n'est pas toujours évidente pour eux, mais la notion de qu'est-ce que ça veut dire être conseiller d'arrondissement des enfants. Et quand ils vont vouloir travailler sur des notions comme la cantine, qui, elle, ne dépend pas des arrondissements, il va falloir qu'on travaille avec eux aussi sur quoi ils peuvent réellement agir en tant que conseil d'arrondissement des enfants ou pas. Donc ça aussi, c'est un apprentissage pour eux. Et puis ce qu'on a l'impression aussi, nous, quand on travaille au sein avec ces enfants, c'est ce n'est pas que les enfants, il y a aussi les parents, les frères et sœurs, les enseignants, et aussi les élus, parce que les élus vont devoir apprendre, expliquer aux enfants quel est leur rôle. Il y a beaucoup d'allers-retours entre les élus et les enfants, et je pense que ça apporte aussi aux élus. Je me trompe pas? Non. Petite anecdote, mais si on donne la parole aux enfants, il y en a un la semaine dernière qui a demandé « mais ça veut dire quoi abstention ?» Parce qu'on leur demandait de voter, et puis oui, non, abstention. Mais ça veut dire quoi? Et puis l'élu, elle a pu expliquer ce que c'était que l'abstention aux enfants. Voilà. Donc je pense qu'il y a un grand apprentissage pour nos enfants sur qu'est-ce que c'est que la citoyenneté. Alors vous développez des outils en particulier. On a partagé ici quelques illustrations de production d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, alors ça, c'est effectivement ce sur quoi on arrive. Alors l'année dernière, donc là c'est la production des enfants de l'année dernière, puisque cette année, ils sont encore en début de mandature, donc ils vont pas pouvoir. Enfin voilà, ça je crois que c'est le 3e. Oui, c'est le conseil d'arrondissement du 3e. Alors nous, on travaille avec des outils qu'on a déjà, et puis avec des outils qu'on développe spécifiquement pour les conseils d'arrondissement. Donc la Ligue de l'enseignement a développé un jeu qui s'appelle Cité Cap, et c'est un jeu au cours duquel les enfants vont construire leur ville idéale.
Et donc, ils vont pouvoir réfléchir justement à où est-ce que je place mon pont, où est-ce que je place les écoles. Et avec ce jeu, on arrive à toucher de nombreux concepts. On arrive à travailler sur la question de la laïcité, par exemple. Quand on voit les lieux de culte, où est-ce qu'on les place? Est-ce qu'on les place ensemble? Est-ce qu'on les place à côté de la mairie ou pas? Quels sont les lieux, les lieux dans lesquels on peut faire vivre cette laïcité? Et puis, par exemple, aussi sur la mixité sociale. Pourquoi les enfants, vous avez mis toutes les maisons individuelles au même endroit et puis tous les immeubles au même endroit? Est-ce que ça correspond à votre ville idéale vraiment? Donc voilà, ça nous permet d'avoir de nombreux échanges avec eux sur qu'est-ce que c'est que leur cité idéale et sur des concepts aussi pourtant compliqués que la mixité sociale. On arrive à échanger avec eux et à leur faire prendre conscience de tout ça. Et puis aussi de leur pouvoir d'agir, parce que construire une ville idéale et se poser la question de où on met l'école, c'est pas rien. On travaille aussi, on travaille beaucoup sur leur rôle aussi de retour à l'école. Donc qu'est-ce qu'ils vont pouvoir transmettre aux autres enfants, aux enfants élus, retour auprès de leur famille. Et on a construit un journal de bord citoyen des conseils d'arrondissement des enfants qui leur permet, alors il y en a aussi sur les petites tables là-bas si vous voulez aller voir, qui leur permet de faire ces allers-retours. En fait, ils se rendent compte aussi, c'est vrai, de nombreux allers-retours avec des élus, allers-retours avec leur famille, allers-retours avec leurs électeurs puisqu'ils ont été élus. Donc c'est des outils qu'on a développés et puis on a travaillé aussi avec un site internet qui leur permet d'échanger entre eux. Nous, ça nous permet aussi de mettre des vidéos des artistes qui interviennent par exemple. Donc c'est le type d'outils qu'on utilise et puis on travaille beaucoup aussi avec la médiation artistique. Là, par exemple, sur les affiches, il y a un artiste qui est intervenu pour les aider à mettre en forme leurs idées. On les fait rencontrer aussi des acteurs du territoire. Alors, ils ont aussi fait des petites capsules vidéo que là, on ne peut pas voir, mais qui sont très chouettes. Donc on utilise beaucoup la médiation artistique. Merci. En conclusion, est-ce que vous pouvez juste nous partager quelques impacts que vous avez observés auprès des enfants, une anecdote qui marquerait un petit peu leur vécu? Est-ce qu'ils en gardent? Oui, alors déjà, il y a quand même l'impact effectivement de ce qu'ils font réellement, puisque ils ont, par exemple, l'année dernière, donc, dans le 5e, ils ont travaillé sur le sport et les loisirs et sur une commission écologie développement durable et ils ont fait alors c'est pas celle-ci, mais ils ont fait des affiches aussi pour leur fête d'école, donc des choses très concrètes de comment on évite le gaspillage à l'école avec des choses assez rigolotes sur on fait nous-mêmes nos gâteaux, etc. Voilà, des choses assez, très concrètes. Et puis ils ont dans le 3e travaillé alors le sujet qu'ils ont choisi c'était sur la question des animaux en ville et c'est là-dessus donc qu'ils ont fait les affiches et concrètement il y a des panneaux qui ont été créés et qui vont pouvoir être dans les parcs, sur les berges du Rhône. Voilà, donc il va y avoir leur action va être concrète. Je crois que c'est quelque chose dont ils ont besoin. Effectivement, c'est que ce ne soit pas que de la réflexion, que des mots, mais que concrètement il y a des choses qui se passent. Ils sont aussi parfois consultés sur des projets un peu particuliers. Vous en parliez, mais sur les aménagements, par exemple, aux abords des écoles. Voilà. Donc, en définitive, ce travail au sein des CAE, ils vont pouvoir se poser des questions sur leur pouvoir d'agir, comment ils peuvent agir. Et on espère qu'à la fin, ça fera des citoyens éclairés qui seront en capacité de réfléchir et de faire leur propre choix. Merci Herveline.
On va maintenant entendre un autre témoignage, celui d'Hélène Balazar. Vous accompagnez aussi la ville de Lyon au travers d'un collectif qui s'appelle Les Orageuses, dans le cadre du conseil d'arrondissement du 8e arrondissement et cette année du 4e. Vous avez fondé une association qui s'appelle Les Enfants s'organisent. Vous êtes chercheuse en sciences politiques au laboratoire EVS de l'ENTPE et vous développez des cours et des recherches en interaction avec la société civile. Ce sont des recherches qui portent particulièrement sur la citoyenneté des personnes éloignées de la participation politique, sur les formes d'action collective, la lutte contre les discriminations et l'éducation à la citoyenneté. Vous nous avez apporté une petite vidéo en cours de finalisation, mais en avant-première. Merci pour ce privilège que vous nous proposez, qui va nous permettre de voir les enfants en action. On va la regarder ensemble et puis on échangera juste après. Moi, j'avais envie de vous poser la question à la lumière de ces images, si vous pouviez nous raconter un petit peu l'expérimentation qui a été conduite avec la ville de Lyon dans ce cadre périscolaire dans les différents établissements qu'on a vus. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais aussi vous dire comment, du coup, on a transposé cette expérimentation où là, dans le film, ça parle de l'expérimentation dans le cadre des accueils périscolaires de la ville de Lyon. Et on l'a transposé à l'invitation de la mairie du 8e arrondissement l'année dernière dans le cadre des conseils d'arrondissement des enfants. Ce qui, pour nous, à la base, était un peu, pas antinomique, mais contre-culturel, parce que quand on l'a développé dans les accueils périscolaires de la ville de Lyon, l'idée, c'était de faire participer le plus grand nombre d'enfants possible aux décisions qui les concernent et leur montrer qu'ils pouvaient être des interlocuteurs légitimes pour parler, pour négocier des choses avec les adultes qui les entourent dans l'école et dans la ville. Et de se rendre compte de ça par l'action, en faisant. On l'a vu quand on a fait le film avec des enfants qui étaient du coup dans l'action depuis un an. On leur a dit de choisir un mot et le mot action est revenu très vite en disant ben, nous on agit, on fait pas que du blabla. Et pour les enseignants aussi, pour les animateurs, alors c'est principalement des animateurs qui les accompagnaient, mais dans certaines écoles, il y avait des enseignants volontaires qui ont fait le lien sur les temps scolaires et qui ont permis d'ancrer les apprentissages scolaires sur des choses qui intéressaient les enfants au plus près parce qu'ils étaient en train de le vivre dans leur vie quotidienne, dans leur vie périscolaire, voire extrascolaire. Et ça, c'était très puissant et c'est aussi un des objectifs qui nourrit un peu cette expérimentation, ce projet. Du coup, j'ai digressé, donc j'ai perdu ce que je disais à la base, mais l'idée, c'est que voilà, les enfants le vivent, agissent, et se rendre compte qu'ils peuvent aussi faire changer les choses face à des situations insatisfaisantes. Je pense que c'est vrai pour les enfants, mais c'est vrai pour les adultes aussi, de sortir du fatalisme, de ben voilà, c'est insatisfaisant, mais on peut rien y faire. Ben si, c'est de leur montrer avec ces méthodologies-là que moi j'ai eu la chance de découvrir en étant stagiaire, ingénieur, et qu'après j'ai voulu faire une thèse dessus, c'est comme ça que je suis devenue chercheuse, des méthodes d'organisation qui dans le monde anglo-saxon s'appellent le community organizing, et qui sont du coup des méthodes qui s'inscrivent plutôt dans le champ de la démocratie participative, la démocratie d'interpellation, et pas dans le champ de la démocratie représentative, dans lequel s'inscrivaient, moi à première vue il me semblait, les conseils d'arrondissement des enfants. Ce qui est bien en soi, parce que ces trois piliers de la démocratie sont complémentaires, mais n'ont pas voilà, les mêmes fonctionnements, les mêmes modalités. Moi, je suis convaincue, en tant que citoyenne, en tant que chercheuse aussi, je ne suis pas la seule dans les sciences sociales à dire ça, que pour qu'on soit intéressé pour aller voter notamment et faire fonctionner et voire même se présenter en tant qu'élu, en tant que candidat et devenir élu, pardon. Pour faire ça, donc pour que la démocratie représentative fonctionne, il faut aussi qu'il y ait d'autres sphères où on puisse participer pour voir que prendre confiance en soi
pour voir que sa parole compte, pour voir qu'on peut faire changer des choses, qu'on peut rentrer en dialogue avec les personnes qui sont les décideurs au final, et du coup qu'il y ait des démocraties, enfin qu'il y ait l'initiative citoyenne qui soit reconnue, qui soit encouragée. Et pour moi, ça commence dès le plus jeune âge. Et je l'avais observé en Angleterre, où beaucoup d'écoles font l'éducation à la citoyenneté en développant, enfin, en utilisant ces méthodes-là. Et on était vraiment très, très heureuse de rencontrer la ville de Lyon qui était motivée pour expérimenter cette démarche-là, qui, à mon sens, est la première en France qui suit cette démarche-là. Et je suis aussi très reconnaissante du coup de la mairie du 8e arrondissement qui est venue nous chercher pour essayer de le faire dans le cadre des conseils d'arrondissement des enfants, où là du coup ça a été un peu différent, je pense, des autres conseils d'arrondissement des enfants, où il y a eu bien sûr quand même les élus, il y a quand même 4 élus par école, qui ont leur écharpe tricolore et qui en sont très fiers. Mais nous, ce qu'on essaye de leur apprendre à ces élus, c'est de leur dire vous allez être en fait des leaders dans vos écoles pour essayer de faire participer le plus grand nombre d'enfants dans votre classe pendant les cours de récréation, et voire même aussi vos parents, et voire même aussi des habitants du quartier, pour du coup mener au début une campagne d'écoute. Enfin voilà, vraiment suivre la méthode qui est présentée dans le film. Mener une campagne d'écoute pour voir quels sont les problèmes, les envies dans le quartier, dans leur école. C'est eux qui définissent un peu le périmètre de la campagne d'écoute. Nous, on leur donne les outils, on les forme. On forme aussi les accompagnateurs adultes qui vont faciliter leur travail, mais on essaye de les former, ces accompagnateurs adultes, pour justement ne pas faire à la place d'eux. Et ça, souvent, c'est dur pour eux. Mais quand ils arrivent à lâcher prise un peu et à laisser les enfants le plus autonomes possible, ils se rendent compte qu'il se passe plein de choses magiques et que les enfants leur permettent d'avancer beaucoup plus vite que ce qu'ils avaient imaginé eux-mêmes. Et on a des super retours. Et donc, dans le cadre des conseils d'arrondissement des enfants, là, on travaille directement aussi avec des enseignants et aussi avec des équipes périscolaires, et dans certaines écoles, avec les deux, les équipes périscolaires et les équipes enseignantes. Et ça, c'est vraiment un souhait qu'on a eu à la fin de la première année. C'était les deux côtés, quand il y avait des écoles engagées que côté périscolaire et des écoles engagées que côté enseignant. Ils avaient le souhait que ça soit les équipes scolaires et périscolaires qui soient engagées en équipe ensemble. Et là, on est content parce que cette année, dans le 8e et dans le 4e aussi qui débute, on a beaucoup d'équipes scolaires, périscolaires qui sont engagées en même temps. Et ça permet de vraiment faire déployer ce projet sur tous les temps et de le lier aux apprentissages scolaires. Du coup, voilà, après avoir fait une campagne d'écoute, on les accompagne dans la priorisation de quelle campagne ils vont mener cette année-là, ou voire même là, maintenant, c'est sur 2 ans. Et après, ils vont faire une enquête où là, il y a tout un apprentissage justement des institutions, qui décident de quoi, mais pas que des institutions, aussi des solutions à des problèmes. Qu'est-ce qui existe ailleurs par rapport à ce problème-là? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut inventer? Comment on peut caractériser le problème? Là, quand on parlait de peser les aliments, c'est parce que les enfants avaient choisi comme un des sujets qu'ils voulaient mener le fait de gaspiller contre le gaspillage, le fait de diminuer le gaspillage à la cantine. Et donc, pour commencer, il fallait mesurer finalement, est-ce qu'on gaspille vraiment? Bon, ça, ils le voyaient bien, mais et combien on gaspille? Combien de tonnes d'aliments ça représente par an? Et du coup, voilà, c'est mener cette enquête. Ensuite, c'est mener une action pour visibiliser la solution qu'ils ont trouvé et se faire connaître cette solution. C'est souvent des moments assez festifs que les enfants apprécient beaucoup, et c'est aussi en fait aussi une occasion pour créer le sens du collectif, développer son pouvoir d'agir, le voir, visibiliser ce pouvoir d'agir. Donc c'est des moments très forts. Et ensuite pouvoir mener une négociation. On les forme à mener, à négocier, être en capacité de négocier avec des adultes. Et c'est là aussi un moment très fort où quand ils ressortent, ils se disent mais voilà, ils le vivent vraiment comme un moment où ils ont gagné confiance en eux, ils se sont sentis légitimes, reconnus. C'est des moments très forts. Après, des fois, ils n'ont pas forcément un oui tout de suite. Donc, il faut des fois revoir un peu sa copie, penser à des plans B, des plans C. Enfin, voilà, comme on a tous l'habitude quand on négocie quelque chose. Et puis après, on essaye d'aller jusqu'au moment où il y a une réalisation.
et du coup une célébration de tout le chemin parcouru et célébration avec les personnes avec qui ils ont réalisé, les décideurs, comme on les appelle. Voilà à peu près tout le projet. Pas à pas. Est-ce que vous pouvez nous partager peut-être les éléments un peu clés, les enseignements qu'on peut tirer de cette méthode appliquée à des enfants et qui résonne en certains points et certaines étapes à une vraie démarche de recherche-action et appliquée à un public qui n'est a priori pas celui auquel on pense en premier pour ce type d'action? Alors, c'est vrai qu'il y a la recherche-action dans deux sens. Enfin, moi, du coup, je l'ai menée dans le cadre d'une... Moi, vu que je suis chercheuse, j'ai ce privilège de pouvoir mener aussi des expérimentations et des recherches-actions. Mais là, c'est vrai que dans la démarche aussi que je vous ai présentée, les enfants eux-mêmes mènent cette recherche-action au moment de la phase d'enquête, où justement, ils essayent de définir un problème et ça ressemble effectivement à une démarche de recherche-action. Je ne sais pas si c'était ce sens-là de la question plutôt que vous posiez. Et il y a vraiment tout le processus d'émancipation qui va venir avec le fait de comprendre, déjà prendre conscience qu'un problème qui était d'abord pensé comme étant individuel peut être partagé. Donc de passer de prendre conscience, la conscientisation finalement, qu'un problème qu'on pensait vivre tout seul dans son coin pouvait en fait être partagé, et du coup pouvait être lié à un problème plus structurel, et on pouvait imaginer une solution souhaitable pour un grand nombre de personnes. Et du coup, voilà, ce passage de l'individuel au collectif, il est assez important dans cette démarche de recherche-action, si on peut l'appeler comme ça, du coup. C'est vrai que on l'avait jamais vraiment posé comme étant une démarche de recherche-action menée par les enfants, mais c'est effectivement le cas d'un certain point de vue. Et ensuite, c'est de passer justement de ce collectif à on va trouver une solution ensemble. Et donc là, on mène une recherche aussi de solutions. Et puis après, le fait d'arriver jusqu'à la mettre en œuvre, là, l'idée, c'est de se rendre compte vraiment de sa capacité d'action, de sortir du fatalisme, et puis chemin faisant, d'apprendre toutes les compétences dont vous parliez en introduction, les compétences qui sont recherchées à travers l'engagement, des capacités d'expression écrite, d'expression orale, des capacités de travail en collectif, de réparticipation des rôles, de capacités d'initiative, de prise d'initiative qui après peuvent se retrouver dans d'autres moments dont parlait l'enseignante dans la vidéo. Voilà, je parle beaucoup. Non, merci pour ce témoignage avec un spectre effectivement très large. On voit, vous parliez Tristan tout à l'heure de transversalité d'un projet éducatif pour un territoire, et cet outil au service finalement de la complémentarité entre les différents temps, les différents acteurs de l'apprentissage et de l'éducation. C'est des projets qui marquent significativement les esprits et le vécu des enfants et certainement des adultes qui les accompagnent aussi. Merci pour nous avoir fait partager un petit bout de vos activités, de vos actions. Tristan, pour terminer cette tour de table, est-ce que vous auriez un mot de conclusion pour nous partager les perspectives? J'ai cru qu'il y avait un rendez-vous prévu fin 2024. Ça tombe bien, on fera sûrement un festival de l'apprendre en 2025, donc on pourra vous parler. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu quelles sont, d'ici à la fin du mandat, les ambitions que vous espérez porter jusque-là? Alors déjà, j'espère que l'ouverture du festival, on la fera plus tôt, puisqu'effectivement, comme les grands absents ce soir, ce sont les enfants eux-mêmes. Donc j'espère qu'on pourra les inviter à cette ouverture du festival l'an prochain. Et pourquoi pas les premiers élus du conseil municipal des enfants de Lyon. Du coup, ça serait en janvier 2025. Donc ils seront fraîchement élus à leur nouvelle fonction. Pour
Très brièvement, simplement au niveau de nos ambitions pour la deuxième partie du mandat, c'est a priori continuer dans la même voie, du coup, que ce soit en termes de réaménagement urbain, que ce soit en termes de réappropriation de l'espace public par les enfants, donc tous les projets de rue des enfants. On continuera à concerter les enfants autant que possible, à créer des conseils d'arrondissement des enfants, puisqu'il y a encore 2 arrondissements qui ne sont pas montés dans la barque, mais j'ai bon espoir qu'ils viennent également aussi dans l'aventure, et que toutes les écoles lyonnaises, tous les enseignants, toutes les directions d'école, tous les enfants, en tout cas de CM1 ou CM2, puisqu'en l'occurrence on parle des enfants de cette classe d'âge, aient la possibilité et cette chance, puisque ce n'est pas une obligation, c'est une proposition, mais cette chance de pouvoir présenter des projets, de pouvoir se présenter à ces très belles instances que sont les conseils d'arrondissement des enfants. Et encore une fois, un grand merci aux Orageuses, à la Folle 69, mais aussi au Franca, à Robin des Villes et à toutes les associations donc, qui permettent la réalisation donc, de ces projets. Donc ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir un conseil municipal des enfants qui intègre, qui accueille un maximum d'enfants dans un maximum d'écoles. On ne l'a pas évoqué, mais évidemment, on souhaite que toutes les écoles de tous les quartiers soient représentées. Éviter évidemment un biais qui serait celui que ce soit les mêmes enfants qui sont délégués de classe qui finalement deviennent conseillers d'arrondissement des enfants. On souhaite vraiment avoir une grande représentativité dans ces instances. Il y a aussi ce sujet-là qu'on n'a pas forcément beaucoup évoqué, mais qui nous tient énormément à cœur au sein de l'exécutif de la ville de Lyon. Et en termes peut-être pour conclure sur notre ambition, qu'est-ce qu'on voudrait voir à la fin du mandat, je vais vous raconter une très brève anecdote, promis. Je vais faire vite, mais elle est assez drôle et je pense qu'elle illustre bien notre ambition. À la fin de l'année, le 8 décembre précisément 2021, on a invité à la Fête des Lumières, puisque vous savez sans doute qu'on l'a également mise à hauteur d'enfants, à travers notamment des animations ludiques au Parc Blandan. Certains d'entre vous y sont peut-être allés avec leurs propres enfants. On avait invité donc à cette occasion le maire de Fano, Massimo Seri. Donc ceux qui ont lu La Ville des Enfants, donc vous toutes et tous évidemment, vous savez quel est Fano, donc où se trouve Fano, c'est donc en Italie, et c'est la première ville des enfants dans le monde qui a mis en place un conseil municipal des enfants au début des années 90 et dont s'inspire fortement Francesco Tonucci pour sa théorie, on va dire en quelque sorte, même si rien n'est figé bien sûr, en tout cas pour son modèle, pour cette utopie de ville des enfants. Donc on a invité Massimo Seri à la Fête des Lumières et je me souviens très bien qu'entre 2 visites de rue des enfants, son téléphone a sonné, il a répondu, il avait l'air un petit peu paniqué, il n'avait pas l'air un peu stressé en tout cas. Il a raccroché et là, il a rigolé et il nous a expliqué que c'était son cabinet, donc qui le prévenait que la maman d'un enfant avait elle avait contacté la presse pour faire un scandale parce que pour la construction d'une école, son enfant n'avait pas été concerté. Alors, je pense que beaucoup d'élus dont je fais partie aimeraient bien avoir de telles polémiques dans la presse. Et ça veut dire que Fano a vraiment 30 ans d'avance. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'un jour ou l'autre, ça soit normal qu'un enfant se plaigne de ne pas avoir été concerté sur un projet qui le concerne. Voilà, si on en arrive là, on aura réussi notre pari. Merci beaucoup. Merci Hélène, merci Herveline, merci Tristan et merci Madame Ducoméray pour nous avoir partagé ces expériences et puis pour avoir pris le temps de mettre à l'honneur ces actions et cette énergie au service des enfants. Les vœux de la ville de Lyon, la campagne de communication de la ville met le Petit Prince au cœur de la ville. Antoine de Saint-Exupéry nous disait que toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais que peu d'entre elles s'en souviennent. Je crois qu'avec les actions que vous portez, les engagements que vous tenez, il y aura de moins en moins de grandes personnes qui se souviendront plus de l'enfant qu'elles ont été, des rencontres qui ont été faites et de ces apprentissages indélébiles qui leur permettent d'être et de devenir des citoyens engagés. Merci à toutes et tous. On va clore cette table ronde. Je vous invite à regagner vos places. Et avant de rejoindre le cocktail, on va juste vous partager les prochains grands moments de ce festival qui démarre aujourd'hui. Merci à toutes et tous.
Pardon. Merci à vous d'être là ce soir, pour votre présence sur cette conférence d'ouverture qui nous apportait du coup un éclairage sur le rôle et la place de la jeunesse et de son engagement. Le titre de la conférence, vous ne le voyez plus, mais peut-être que vous en souvenez, c'était « L'avenir s'apprend et se construit ensemble ». Du coup, c'était une partie du titre, mais au-delà du titre de cette conférence, c'est surtout la vision de la Maison de l'Apprendre dont il s'agit aussi. Et c'est pourquoi, pour pouvoir justement apprendre ensemble, nous avons à cœur de mettre en lumière tous les acteurs de notre territoire qui s'engagent auprès des jeunes, mais aussi des adultes. Et finalement, le festival en est la parfaite illustration. C'est un temps fort pour donner à voir du dynamisme épatant, et je pèse mes mots, de notre territoire pour faire connaître au plus grand nombre un nouveau champ des possibles, pour les soutenir dans le développement de leurs compétences, pour que, plus que jamais, apprendre rime avec joie et épanouissement. Du coup, je vais laisser la parole à Angélique pour vous dire quelques petits mots sur la suite de cette semaine épatante que nous allons vivre tous ensemble. Donc effectivement, cette année en présentiel, on a le grand plaisir de pouvoir se réunir. On a imaginé une journée d'abord dédiée aux acteurs de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle, une journée 100% communauté éducative. C'est une journée qu'on a co-construite avec la métropole de Lyon et avec l'Académie de Lyon, tout particulièrement l'école académique de la formation continue. On a imaginé différents formats, des tables rondes, des conférences, mais aussi des ateliers pour apprendre en faisant et pour pouvoir se rencontrer. C'est à l'hôtel de la Métropole que cette journée se tiendra et on vous invite chaleureusement à nous y rejoindre. On avait vraiment à cœur qu'on puisse être à l'écoute des besoins des acteurs et de comprendre quelles pouvaient être les clés de développement de leur projet pour avoir plus d'impact. Donc on a essayé de construire cette programmation aussi à l'écoute et en résonance des besoins que vous aviez pu formuler tout au long de l'année. On vous proposera donc de nous retrouver en début d'après-midi dans le cadre d'une ouverture de cette journée avec Philippe Mérieux, Rebecca Shankland et avec Didier Keff qui est directeur de l'école académique de la formation continue. Le samedi 28 janvier, on va cette fois s'adresser au grand public, que ce soit des personnes âgées de 0 ou presque à 99 ans ou presque. Et l'idée, c'est qu'on puisse apprendre les uns des autres, apprendre ensemble évidemment et vivre différentes expériences qui sont proposées par l'ensemble des structures de notre territoire. On terminera cette journée par la projection d'un documentaire qui a été réalisé par l'association Imagineo qui s'appelle « Ensemble, ça change », qui vient raconter le périple d'élèves, de collégiens, notamment dans le 8e arrondissement, le collège d'Argent, où avec la contribution des enseignants, de l'association et des services de la métropole, eux aussi réfléchissent à comment s'engager, comment agir pour leur ville et comment finalement ces dynamiques collectives entre les acteurs participent à faire changer le monde. On avait envie de vous inviter à regarder l'ensemble de la programmation. Vous voyez quelques chiffres ici. Ce sont donc 6 jours d'événements. On ne va pas pouvoir citer tous les événements parce qu'ils sont au nombre de 135 cette année. Ça représente plus de 230 intervenants qui se mobilisent, tout autant de structures qui s'engagent. Ces interventions, ces animations, elles sont faites bénévolement par l'ensemble des acteurs et c'est un véritable cadeau qui nous est fait que de pouvoir s'offrir du temps pour pouvoir apprendre avec eux et surtout pouvoir se rencontrer, pouvoir imaginer ce qu'on pourrait avoir envie de faire et de construire ensemble sur notre territoire. Donc évidemment c'était compliqué de tous les citer, c'était compliqué de tous leur donner la parole, mais vous aurez la possibilité d'aller à leur rencontre. Il y en a un nombre significatif parmi vous d'ailleurs. On dénombre à ce jour 3000 inscriptions
Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, à la même période, on n'avait pas atteint encore le chiffre de 2000 inscriptions. Ce qu'on sait, c'est que tout au long de la semaine, les personnes continuent de s'inscrire, continuent de libérer du temps pour pouvoir vivre ces moments avec vous. Et on avait évidemment à cœur de pouvoir remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont permis de tenir cette édition cette année. C'est notamment l'UNESCO et le Learning Planet Institute qui ont créé ce rendez-vous international. C'est pour Lyon le ministère de l'Éducation nationale qui chaque année renouvelle son haut patronage pour la tenue de cet événement, et particulièrement Jean Hubac au niveau de la DGESCO qui soutient notre candidature à cet endroit, la ville de Lyon qui nous accueille ce soir mais qui se mobilise toute la semaine au travers de différentes actions, les services et l'équipe de la métropole de Lyon, l'Académie de Lyon, je le disais tout à l'heure, l'Agence nationale de la cohésion des territoires et la préfecture du Rhône qui nous soutient au travers du dispositif Fabrique de territoire. C'est un petit peu long, mais ça mérite d'être exhaustif parce que ce festival, en fait, il ne pourrait pas avoir lieu non plus sans eux. C'est le campus HEP René Cassin qui nous accueillera samedi pour la journée grand public. L'école de communication ISCPA qui a mobilisé des étudiants pour nous aider sur la campagne de communication. Le réseau Bleu Blanc Zèbre qui a labellisé l'événement. Global qui nous met à disposition une solution de plateforme 100% lyonnaise et 100% communauté apprenante, un super outil pour se retrouver aussi en ligne parce que le festival c'est aussi un rendez-vous qui se fait en distanciel. Call Radio qui se charge de la captation ce soir, mais d'un certain nombre d'événements, et merci aussi de nous aider à documenter tout ce qui se passe pendant cette semaine. Parce qu'en vrai, 130 événements, on ne peut pas tous les faire, c'est pas possible, ça ne tient pas dans un agenda, ça se juxtapose et ça se superpose, mais ce qui est intéressant, c'est que par la documentation, on peut y revenir tout au long de l'année. Et puis également les étudiants de l'école Next You qui nous ont apporté la semaine dernière une aide hyper précieuse pour aller à la rencontre des habitants dans la rue, des étudiants à la sortie des campus pour tracter, pour communiquer sur ce rendez-vous et pour faire en sorte que le plus grand nombre de grands Lyonnais puissent y participer. Alors juste avant d'aller boire un coup, on va faire un petit test dans la salle. Moi j'aimerais bien savoir si parmi vous, il y a des gens qui se sont inscrits pour participer à un atelier. Je vous invite à lever la main si c'était le cas. Il y a 3000 inscriptions, donc je me dis qu'il y en a peut-être certains dans la salle. Merci. Je vois que certains d'entre vous ne sont pas encore inscrits et vous avez de la chance, c'est encore possible. Voilà. Et maintenant, on va faire un autre test pour toutes les personnes dans la salle qui interviennent pendant le Festival de l'Apprendre. Je vous invite à vous lever, que vous soyez intervenant, animateur ou partenaire pour cette édition. Ça peut être le moment de se mettre en énergie. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous. Et on avait surtout envie de vous remercier parce qu'en fait, ce festival, c'est avant tout le vôtre. Un très très grand merci pour votre engagement. Grâce à vous, on va pouvoir célébrer 1001 façons d'apprendre. Vous pouvez rester debout parce qu'on va boire un coup. Donc voilà, si vous avez des fourmis dans les jambes, c'est le bon moment. On vous remercie sincèrement et on espère que vous serez encore plus nombreux et toujours là l'année prochaine. D'ici là, on a une semaine à vivre ensemble. Un très très grand merci à tous. Merci.